Le chien est le meilleur ami de l'homme. Un ami qui, dans certaines circonstances, peut faire la différence entre la vie et la mort. Quand il faut agir vite pour retrouver des survivants à la suite de catastrophes naturelles ou d'attentats meurtriers, les chiens de secours entrent en scène. Le chien est probablement l'outil le plus rapide et le plus efficace pour retrouver une personne ensevelie. Il détecte la présence de survivants, là où le regard des sauveteurs ne discerne que débris et désolation. Ce sont des animaux exceptionnels, pour qui séismes et avalanches sont des terrains propices pour jouer aux secouristes de l'extrême, un jeu dans lequel ils excellent. Ginny est une chienne unique en son genre. C'est le seul animal au monde formé pour des opérations de secours au cœur des mines. Ginny a même sa propre page Facebook et son compte Twitter. Ses admirateurs peuvent suivre ses entraînements et ses prouesses. Capable de sauver des vies sous terre, Ginny est comme un chien super-héros. Julian, Virginie-Occidentale. Une petite ville tranquille, comme il en existe tant aux États-Unis. C'est ici que vivent Ginny et son maître Joey. Allez ma belle. L'homme et l'animal forment un duo de secouristes inséparables. Ils vivent et travaillent en équipe. Une autre journée de travail commence. Joey et Ginny sont les meilleurs dans leur domaine et ils le savent. À tout moment, on peut faire appel à eux. Elle est comme bien des gens avec qui j'ai travaillé au cours des années. C'est ma partenaire de travail. Je lui fais confiance et elle me fait confiance aussi. Je suis prêt n'importe quand, n'importe où. Bien sûr, on va faire le travail. La mission de Ginny est de ramener à l'extérieur toutes les personnes qui sont entrées dans cette mine de charbon. C'est sa mission. Un désastre peut survenir à tout moment. Un toit qui s'effondre, des explosions, n'importe quoi. Bien qu'il s'agisse de choses auxquelles nous n'aimons pas penser, le fait est que malgré tout, elles arrivent. Alors c'est son boulot, si quelque chose comme ça arrivait, d'entrer et de localiser les gens à l'intérieur de façon efficace et précise. Elle est prête à partir à tout moment. Le duo travaille pour la compagnie Alpha Natural Resources, une société qui exploite des mines de charbon partout dans le monde. Et quand il faut descendre sous terre pour secourir des mineurs en détresse, c'est Ginny et Joey qui font le travail. Ils se rendent aujourd'hui au Running Right Leadership Academy. C'est là qu'ils s'entraînent. Ces chiens, comme on peut l'imaginer, sont très dispendieux parce qu'ils sont rares. Avec tous les actes de terrorisme et les incidents qui sont arrivés au cours des 15 dernières années, la demande pour ces chiens est très forte. Pour des chiens qui détectent des explosifs ou des chiens de recherche et sauvetage, ce genre de choses. Allez, monte. La journée commence par une vérification de l'équipement utilisé dans les opérations de sauvetage. Ginny dispose des moyens techniques les plus modernes. C'est la partie la plus lourde. Cette veste a été fabriquée spécialement pour elle. Elle est très sophistiquée et comprend une caméra intégrée. La caméra peut filmer en pleine lumière, comme un appareil normal, ou en infrarouge. Donc, même en pleine noirceur, on obtient des images. C'est important parce que lorsque le chien doit se rendre dans un endroit difficile d'accès, on peut avoir une bonne idée de ce qui attend l'équipe de sauvetage. Elle comprend aussi un système de ressort, donc si le chien heurte un obstacle, la caméra peut bouger vers l'arrière. Elle comprend une lentille protectrice pour éviter qu'elle ne se brise. Le chien qui a participé à la descente contre Ben Laden portait une veste et une caméra identiques à celle-ci. Tous les chiens des forces spéciales américaines sont équipés avec cette caméra. Aujourd'hui est un jour d'exercice. Et l'endroit est unique en son genre. C'est le seul au monde conçu pour l'entraînement en secours minier. On y a recréé des environnements semblables à ceux qu'on retrouve dans une mine.
En ce qui concerne les exercices de recherche et de sauvetage, on essaye d'en faire au moins 2 par semaine. C'est comme pour un joueur de football professionnel. Si tu ne t'entraînes pas, tu pourras être bon, mais tu ne seras pas génial. Et être bon n'est pas suffisant lorsqu'il faut retrouver quelqu'un dans une mine. Il faut être au top. Bill est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les États-Unis. Après 25 ans de complicité avec les bêtes, on peut dire qu'il les connaît plutôt bien. Son travail au centre est de développer au maximum les capacités de Ginny. Prête? Allez, cherche! Grâce à la caméra posée sur le dos de Ginny, Bill peut suivre ses déplacements et visualiser en direct ses moindres pas. Même si elle est hors de notre champ de vision, on peut savoir ce qu'elle fait. C'est plutôt phénoménal. J'ai presque le mal de mer en regardant ça. Lorsque je l'envoie faire ça, je veux qu'elle cherche intensément et qu'elle apprenne à le faire plus longtemps. Elle est encore jeune et elle apprend encore à gérer son rythme. En ce moment, elle se dit « Ouais, attrapons-les ». Mais du coup, elle fera face à des problèmes qui demanderont plus de temps. Même lorsqu'il n'y a personne sur les lieux, personne à retrouver, elle doit chercher, chercher et chercher. Vous pouvez voir en ce moment qu'elle travaille de manière indépendante. Nous n'avons pas besoin d'être là. Ginny s'habitue à évoluer dans un environnement hostile, un milieu bruyant rempli de pièges qui peuvent se refermer sur elle. Elle se fie à son instinct pour retrouver les mineurs en détresse, même dans l'obscurité la plus totale. D'une journée à l'autre, on change les scénarios. On les change pour qu'elles puissent chercher des gens sous le matériel ou encore sur le matériel. C'est important parce qu'en cas de désastre, lors d'une explosion par exemple, les gens pourraient être propulsés sous cette courroie. Ils pourraient aussi être coincés à l'intérieur. Je ne veux jamais me retrouver à un point où je me dis « Ok, c'est facile », parce que ça ne fera que nous maintenir à un niveau médiocre. On doit constamment repousser nos limites, encore et encore. Le secours dans les mines est une spécialité que Ginny est la seule à posséder. Aucun autre chien n'a reçu sa formation. Mais pour garder cette spécialité, cela exige de Ginny toujours plus d'efforts et d'entraînement. Ginny est un cas spécial. Elle a la capacité de supporter des conditions très difficiles. Elle a la détermination pour y aller encore et encore, sans arrêter. En fait, je ne suis pas certain qu'elle arrêterait. C'est notre boulot en tant que propriétaire et entraîneur de la protéger contre le surmenage. Elle est très athlétique, ce qui est une excellente chose. Elle est bien musclée, alors elle peut partir, sauter et accéder à des endroits exigus et des choses comme ça. C'est très important pour tout ce qu'on fait. Je suis très fier et honoré de dire qu'elle ne s'est jamais trompée. Elle a toujours retrouvé les victimes, peu importe la situation dans laquelle nous l'avions mise. Je n'ai pas de chiffre exact. Je suppose qu'il y a peut-être un chien sur 2000 ou 3000 qui serait capable de faire ça à un tel niveau. Ce ne sont pas tous les chiens qui peuvent faire du sauvetage. Seuls les chiens avec la bonne attitude, la détermination et ce qu'on appelle du nerf le peuvent. Ils doivent être capables de faire face à des conditions difficiles, comme des bruits forts. Nous ne pouvons pas avoir un chien qui se dit « Oh non, le ciel tombe » ou « Je ne trouve personne ». Ils ne doivent pas se laisser affecter par les conditions difficiles. Joey devra être prêt à tout moment. Cela veut dire que son sac, son équipement, l'équipement de Ginny doivent toujours être prêts. Sa caméra, sa veste, les batteries, toujours chargées. Tout doit être parfaitement en fonction lorsqu'il faut y aller. Parce qu'on ne peut jamais prévoir quand quelque chose arrivera. Il pourrait s'entraîner pendant 2 ans, 3 ans, et soudainement, voilà. Pour devenir le meilleur, il n'y a pas d'autre recette que l'entraînement. Ginny a été formée dès son plus jeune âge. Elle a atteint très vite un excellent niveau grâce à ses capacités exceptionnelles. Mais pour les autres chiens qui n'ont pas cette chance, leur apprentissage est parfois très long. Penticton, en Colombie-Britannique. Nous sommes dans une nature particulièrement sauvage, au pied des plus hautes montagnes du pays. Les Rocheuses.
Aujourd'hui est un grand jour pour un petit groupe de chiens et leur maître. Ils vont participer à un cours pour débutants. Les formateurs sont membres de la CARDA. Il s'agit de la plus grande association canadienne spécialisée dans la formation des chiens d'avalanche. C'est eux qui sont en charge de l'entraînement et de la mise en place d'un réseau de sauvetage prêt à intervenir partout au Canada. En fait, les jeunes et leurs maîtres vont franchir une étape préliminaire qui pourrait les mener vers les sommets enneigés s'ils réussissent ce premier test. Bien, ce n'est pas tant un cours qu'une évaluation, cette section du moins. Ce sont les nouveaux chiens et nous, notre objectif ici, c'est de voir s'ils ont la détermination et les qualités nécessaires pour devenir des chiens d'avalanche. C'est le principal objectif du Spring Course. Nous n'avons pas besoin de neige, on teste juste leurs aptitudes. Les propriétaires des chiens ne sont pas là par hasard. Ils connaissent les risques de la montagne. Pour la plupart, ils sont patrouilleurs, guides, professeurs de ski. Outre la montagne, ils partagent une autre passion, l'amour des chiens. Où va-t-il? Où va-t-il? Où va-t-il? Oui, j'ai vraiment hâte de voir comment elle sera avec tout le monde. Et lorsque ce n'est que moi et elle, et qu'on termine, mon cœur se met à battre très fort. Et je me dis, elle a bien réussi. Je suis impatient de savoir ce que ces hommes penseront d'elle. En plus, c'est la plus jeune ici. Brandon est moniteur de ski. Il voudrait un jour former une équipe avec Zoé pour secourir les victimes d'avalanches. Les critères pour devenir membre de la CARDA sont très élevés. Les instructeurs, Jay et Gwen, observent les réactions de l'animal. C'est la première étape dans la progression pour les tests. Alors la première étape, c'est de demander au propriétaire de courir pour se cacher. C'est comme un jeu de cache-cache en fait. Alors le chien apprend. Si je le retrouve, je peux jouer. Alors ça exacerbe sa détermination à vouloir retrouver la personne qui est perdue ou disparue. Au cours de ce test qui paraît simple, l'objectif est de mesurer la fougue de l'animal lorsqu'il se lance à la poursuite de son maître et comment il réagit lorsqu'il le trouve. Tous les chiens ici sont âgés de 6 mois à 2 ans. C'est l'âge idéal pour commencer l'apprentissage d'un chien, dans le but d'en faire un véritable secouriste de montagne. Peu importe la race, ici c'est le dynamisme du chien qui compte. Oh, ils adorent ça. Ils aiment ça. Courir partout et chercher quelque chose. Alors ouais, non c'est certain, ils aiment ça. Les meilleurs éléments sont ceux qui montrent le plus d'énergie, tout en étant dociles et complices avec leur maître. Les chiens devront subir de longues heures d'entraînement, dans des conditions pas toujours faciles. Une formation exigeante qui ne convient pas à tous, malgré l'enthousiasme des candidats. Eh bien, on cherche des races de chiens qui conviennent à l'environnement dans lequel les animaux vont travailler. Les chiens doivent être assez gros pour pouvoir composer avec la neige profonde. Un long nez est un avantage pour bien repérer les odeurs. Donc on cherche des chiens comme des bergers allemands, des border collie, des labradors, des golden retrievers et des mélanges de ces races. Ces chiens sont, à notre avis, les meilleurs parmi les profils recherchés. Tout passe par la relation entre le maître et son chien. C'est primordial. Les instructeurs évaluent le lien de confiance qui existe entre eux, la manière dont le chien est encouragé et la façon dont il réagit. La chienne a montré qu'elle a du potentiel. Je pense qu'il sera toujours difficile pour vous d'atteindre le niveau où vous devriez être, plus expérimenté. Constatez vous-même, non? Oui. Une plus grande nervosité s'est installée au sein des participants. Tous redoutent d'être recalés. Un bon chien d'avalanche désire plus que tout plaire à son maître. Tout le travail consiste à associer la découverte à du plaisir. Va chercher, va chercher, va chercher! Plus le chien trouvera ce que désire le maître, plus grande sera sa joie. Une équation simple sur laquelle repose toute la formation. Mais il faut être vigilant, car à vouloir trop en faire, on risque d'épuiser les chiens. Cela doit rester un jeu, sinon l'intérêt disparaît pour l'animal.
C'est un chiot assez jeune, 14 semaines, et c'est un chien fantastique. Elle a une belle énergie, une très bonne relation avec son maître. Le maître est lui aussi un néophyte, mais il fait un bon travail avec elle. Il a formé un excellent lien avec elle. Regardez comme elle est contente. C'est très bien. En tant qu'instructeur, c'est ce qu'on aime voir. On aime voir ce lien fort que le chien veuille jouer avec l'article, la guenille. Vous savez, pour un chien aussi jeune, il se débrouille très très bien. Bon chien. Et mignonne aussi. C'est un super chien. Elle s'en est bien sortie pendant nos recherches. Alors je lui fais savoir que quand elle fait du bon travail, je suis vraiment content. Et si je joue à rapporte avec elle et qu'elle me ramène la balle, c'est comme « Ouais, bonne fille !» Et si on fait une recherche et qu'elle trouve, c'est « Waouh !» Vous voyez, elle réagit tout de suite. Elle sait que c'est ce que je veux. Le jeune Brandon franchit avec brio cette première étape. Son objectif de devenir maître chien d'avalanche se rapproche un peu plus. La prochaine étape pour tous les maîtres est donc de continuer à travailler avec leurs chiots et de progresser à travers différentes stratégies d'entraînement durant l'été et au cours de l'automne, avant de passer au Winter Course qui se tiendra à Whistler cette année. Whistler, en Colombie-Britannique. C'est l'une des plus vastes stations de ski au monde. C'est ici que la CARDA poursuit la formation des sauveteurs et de leurs chiens novices. On est loin de la quiétude du sous-bois de Spring Course. Cette fois, les équipes seront confrontées aux conditions réelles. Le froid, la neige, le vent, les pentes abruptes et des flancs escarpés. Un environnement propice au déclenchement d'avalanches. Nous retrouvons Brandon et sa chienne Zoé à Whistler pour la suite du programme d'évaluation. Il faudra encore 2 ans de formation avant de savoir véritablement si les deux amis ont toutes les qualités requises. Mais avec l'ardeur du chien et l'amour du maître, tous les espoirs sont permis. Le chien est probablement l'outil le plus rapide et le plus efficace pour retrouver une personne ensevelie. Donc l'idéal, c'est d'amener le chien sur le site de l'avalanche. C'est la première chose à faire, immédiatement, parce que ça va augmenter les chances de retrouver des survivants. Une centaine de participants ont été sélectionnés pour suivre la formation hivernale. La CARDA est connue internationalement pour avoir les techniques de formation les plus avancées au monde pour le développement du chien. Certains propriétaires de chiens assistent à ce cours en tant qu'observateurs. Il y en a qui viennent des États-Unis et d'Europe afin de ramener chez eux nos méthodes pour développer le potentiel d'un chien et pour le motiver à chercher. Pendant une semaine, les apprentis secouristes seront soumis à une série d'épreuves et d'évaluations serrées. Les chiens doivent s'habituer aux remontées mécaniques et à tous les types de véhicules qu'on utilise sur les pentes. Un chien qui craint les remontées n'a bien évidemment aucune chance de devenir secouriste en montagne. Tous les chiens n'ont pas les mêmes facultés d'adaptation. Les chiens doivent rapidement s'habituer à un environnement bruyant et dense en population. Un animal nerveux qui sursaute au moindre bruit ou qui perd son calme dans tout ce brouhaha est disqualifié. Parmi tous les exercices auxquels doivent se soumettre les équipes, celui de la descente est le plus important. Il y a 2 façons de procéder. La plus simple consiste à transporter le chien sur ses épaules. La seconde méthode, beaucoup plus rapide celle-là, est de faire courir le chien entre les skis. Mais c'est aussi la plus dangereuse, car l'animal peut se blesser dans la descente. Un bon maître chien doit être en forme, parce que c'est physique. C'est un travail physique. Il faut qu'il soit en harmonie avec son chien. Si le maître possède un chien et n'a aucun lien avec lui, la collaboration ne fonctionnera jamais entre eux. Donc, ils doivent avoir cette espèce de chimie ensemble. Le chien doit respecter son maître. De cette manière, il fera n'importe quoi pour lui. Pas bouger. Assis. Pas bouger.
Brandon et sa chienne Zoé font bonne impression. Le lien qui les unit correspond parfaitement à ce que recherchent les formateurs de la Carda. Mais il reste encore d'autres épreuves, d'autres étapes à franchir. Après vous, monsieur. D'accord. Merci. Ici, on développe simplement cette prémotivation en eux, ce désir de sortir et de les trouver, de repérer l'odeur humaine. On a construit des grottes et tous ces monticules ici, afin qu'ils aient à creuser pour y entrer. Ceci aide vraiment à instaurer cette prémotivation, le courage nécessaire pour entrer dans ce trou et vraiment aller à la source de cette odeur. C'est la base, c'est ce qu'on fait. On apprend aux chiens les fondamentaux. Le jeu devient plus compliqué. C'est maintenant que le travail commence. Malgré la présence des autres humains, c'est l'odeur de son compagnon qui guidera l'animal. Allez, on y va. Cherche. Cherche. Les chiens doivent vaincre leur peur et se précipiter dans les trous. Le jouet que brandit le maître est l'ultime récompense. La récompense indique à l'animal que ce qu'il vient d'accomplir était vraiment ce qu'il fallait faire. Il fait du bon travail jusqu'à présent. Je pense que j'ai besoin de travailler plus que lui. Je dois apprendre à tirer avantage des conditions, du vent, et apprendre à lire les réactions du chien quand il est vraiment tombé sur quelque chose. Donc c'est vraiment beaucoup de travail pour le maître. C'est un peu comme une éducation pour moi à travers le chien, parce que c'est presque naturel pour lui. Alors... On peut dire que les cours de la Carda durent toute une vie, celle du chien. Elle a un peu plus d'1 an et elle vient de terminer son premier winter course. Elle va aller au spring course à nouveau ce printemps. L'hiver prochain, on sera de retour pour une validation. Puis on assistera de nouveau à des cours et elle passera des tests de validation tous les 2 ans. Et ça aussi longtemps que je la ferai travailler. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et ils se lancent sans savoir tout le travail que ça représente. Ça demande beaucoup de temps et de travail. Personnellement, c'est le plus gros engagement de ma vie. Bonne fille, ouais, tu l'as. Il faut comprendre que ces jeunes gens ne sont pas payés pour faire ça. C'est du travail bénévole. C'est incroyable tout le temps et l'argent qu'ils mettent dans leurs chiens. Vous savez, ce n'est pas vraiment comme un chien policier où les maîtres chiens sont payés pour faire ce métier. Ces gens-là le font pour obtenir une satisfaction personnelle. Et de voir tous les efforts qu'ils mettent dans leurs chiens et ce qu'ils arrivent à faire avec, oui, c'est vraiment incroyable. Bonne fille! Quelle bonne fille! Ouais, tu l'as! Demain, avant de partir, on leur donnera quelques outils et quelques conseils d'entraînement pour que les chiens progressent encore et encore et encore. Ça va servir à développer l'endurance chez les chiens. Et donc, quand ils reviendront pour le cours de l'an prochain, ils seront à un stade qui permettra aux chiens d'aller rejoindre le groupe intermédiaire et d'y recevoir une formation qui les aidera à améliorer encore leurs compétences. Brandon et Zoé, tout comme les autres, ont encore une longue route à accomplir avant d'atteindre le sommet qui les rangera dans la classe des maîtres chiens d'avalanche. Encore des années d'entraînement avant d'être prêts à sauver des vies. Plus de 1500 avalanches se produisent chaque année aux États-Unis, entraînant dans la mort une trentaine de personnes. Depuis un certain nombre d'années, le ski hors piste fait de nombreux adeptes. Les amateurs cherchent les sensations fortes en dévalant des pentes recouvertes de neige instable. Un versant pentu, un manteau neigeux fragile et tout peut basculer. Dès qu'elle se produit,
l'avalanche devient un danger mortel qui se propage à une vitesse pouvant atteindre plus de 100 km/h. Les moins chanceux sont emportés par la neige et meurent écrasés, engloutis par le linceul blanc. D'autres restent vivants sous l'épaisse couche de neige. Leur sort est des plus précaires. Les secouristes et les chiens d'avalanche doivent intervenir le plus rapidement possible pour les dégager. Tout se joue dans les premiers instants. Les Rocheuses détiennent de très hauts sommets. Au pied de cette chaîne de montagnes, la station de ski Jackson Hole. La station détient l'un des dénivelés les plus importants d'Amérique du Nord. 1262 mètres. L'endroit attire les skieurs les plus entreprenants du continent. Dans cette région, le mot avalanche résonne trop souvent comme un cri de détresse. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Quand une avalanche se produit, les victimes ne peuvent évidemment pas alerter les équipes de secours. Seul un témoin pourra signaler rapidement l'accident. Une personne qui sait que quelqu'un a été emporté. Sitôt localisé, il faut atteindre le site le plus rapidement possible. Paul est venu me rejoindre en ski. Il m'a dit qu'en quittant Ten Sleep, il a vu une avalanche arrivant de Piggy's Pocket. À Jackson Hole, 2 chiens d'avalanche et leur maître sont en état d'alerte, prêts à intervenir à tout moment. Aujourd'hui, c'est Jason et son chien Murphy qui prennent la direction des opérations. Jerry et son chien Hooter les seconderont. Jason est un habitué de la montagne. Il en connaît tous les recoins. Il sait comment les pièges peuvent se refermer rapidement sur les skieurs trop aventureux. Ce n'est pas sa première mission, et certes pas sa dernière. 50% des gens meurent dans les 30 premières minutes. Ils meurent de traumatisme. Et pour ceux qui survivent, il y en a la moitié qui meurent dans les 30 premières minutes. Alors il reste quoi? 25%? Autant dire pas grand-chose. Le seul espoir qui reste repose essentiellement sur l'odorat des chiens. C'est le recours le plus efficace en cas d'avalanche. En ce moment, on est 5 de la patrouille à être ici. Par contre... Quelque part, sous la surface de neige tassée, la victime est en train de suffoquer. Chaque seconde qui passe diminue ses chances de survie. Allons-y. Nous avons divisé cette zone en 2 sections, dont Hooter et Jerry travaillent d'un côté et Murphy et moi de l'autre. Les chiens peuvent détecter la présence d'un être humain jusqu'à 3 mètres sous la neige. Cela fait au moins 30 minutes que le skieur a disparu. Soudain, Murphy, le chien de Jason, montre des signes d'excitation. Ah, il y a quelque chose par ici. Hé les gars, il y a quelque chose dans cette zone. On va sonder le terrain, peut-être même former une ligne organisée avec toute la main-d'œuvre disponible. Munis de perches, les secouristes fouillent la neige dans l'espoir de trouver la victime, à l'endroit que Murphy semble leur désigner. Les chiens restent à l'affût. Leur comportement et les jappements qu'ils poussent soulèvent de l'espoir au sein du groupe. L'équipe redouble d'ardeur. C'est la vie d'un homme qui est entre ses mains. Elle est assez tenace ici. Hé, j'ai quelque chose ici. Il y a certainement quelque chose. Ok. Juste ici. L'un des secouristes semble avoir senti quelque chose au bout de la perche. Il pourrait s'agir de la victime. On sort les pelles. Donc si vous touchez la victime, que vous la sentez, vous laissez la sonde là, redescendez environ d'1 mètre et creusez vers la personne. Vous n'êtes pas en train de creuser un trou à la verticale jusqu'à la victime, vous creusez dans la pente, à l'horizontale, afin d'obtenir une belle plateforme pour pouvoir la sortir plus facilement. Pendant cette phase des opérations, les chiens sont tenus à l'écart pour ne pas gêner le travail. Quand le trou atteint une certaine profondeur, les chiens sont de nouveau rappelés à l'aide. Tu veux y retourner ? On va laisser Hooter revenir dans ce trou. Commencer à creuser un peu plus, essayer de localiser un peu mieux la personne. Parce que généralement, les chiens creusent vers la tête, où l'odeur est plus concentrée. On veut qu'ils creusent à cet endroit de toute façon, parce que si la victime est vivante, l'asphyxie est notre plus grande préoccupation. Les chiens Murphy et Hooter sont surexcités. Ils jappent de plus en plus fort. Il n'y a plus aucun doute maintenant, il y a une personne sous la neige.
Dernier coup de pelle avant le retour à l'air libre et la clarté du jour. Une main apparaît, une main qui bouge. C'est bien ma fille, c'est bien. On va obtenir un peu plus de visuel sur lui pour s'assurer que c'est le bon gars. Cette histoire va bien se terminer. Malgré les risques qu'il comportait, ce sauvetage était en réalité un exercice. L'homme qu'on retire de son piège s'est porté volontaire, sachant que ce qu'il allait vivre le pousserait aux limites de l'endurance. Ça va. C'est bon de vous voir, les gars. Ankylosé par le froid, respirant difficilement, il est resté plus de 50 minutes sous la neige. Pendant ces longues minutes, il a pu ressentir l'angoisse des victimes d'avalanches qui, dans la noirceur, le froid et le manque d'oxygène, luttent pour survivre. C'est vraiment incroyable de voir ces chiens. C'est pas super? Vous êtes vraiment des héros, tous. Mais les milieux naturels ne sont pas les seuls endroits où les chiens sont les plus efficaces pour sortir les hommes du pétrin. Au cœur des villes, leur rôle s'avère également déterminant. New York, quelque part dans Brooklyn. Un endroit retiré, formellement interdit au public. Nous voilà au cœur du K9, un groupe d'intervention d'urgence de la police de la métropole américaine. C'est ici qu'on forme les meilleurs éléments de la division canine. Le site d'entraînement de l'unité K9 ressemble à une zone dévastée. Un décor réaliste pour un entraînement intensif. C'est dans ce dédale de débris de toutes sortes que les chiens sont mis à l'épreuve. Ce tas de débris est là pour recréer des décombres. Comme lorsqu'un bâtiment ou un garage s'effondre. Comme le 11 septembre 2001 ou un tremblement de terre. C'est dans ce type de matériaux que le chien doit travailler pour retrouver l'odeur d'un être humain. Alors on tente de rendre cela aussi difficile que possible pour que lorsqu'on a un véritable scénario, un réel incident, le chien se dise « Ok, je ne suis pas ici, mais là-bas, je dois faire exactement le même travail. » Les policiers à tour de rôle joueront la victime. Ce qui va se passer, c'est qu'on va placer cette personne, on l'appelle victime ou assistant, dans un endroit où on a simulé un effondrement. On va le recouvrir avec des morceaux de béton de façon à ne plus le voir du tout. Et puis le chien va arriver pour chercher et nous guider vers l'odeur humaine. C'est par son odorat que le chien peut détecter la présence d'une victime à travers les décombres. La vue est le sens le moins développé chez le chien, mais son odorat en revanche est 1000 fois plus développé que celui d'un être humain. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas du tout deviner qu'il y a une victime ensevelie ici. Alors c'est exactement ce qu'on tente de reproduire, ce type d'effondrement. Ce sont exclusivement des bergers allemands qui joignent les rangs de l'unité K9. On les préfère aux autres races pour leur endurance, leur force et leur courage. Quand le chien aboie ou qu'il remue la queue, il exprime sa joie. Les maîtres doivent connaître parfaitement le langage de leur chien. Même s'ils sont tous de la même race, chaque animal est unique. Le moindre changement de comportement dépend de ce que découvre et ressent le chien. Vous voyez, ils ne nous prêtent aucune attention. Ils sont habitués à travailler entourés de gens lors d'opérations de sauvetage sur des sites comme celui-ci. Les chiens du K9 ont pour mission de trouver des survivants dans des conditions extrêmes. Ils sont formés pour détecter la présence d'un être humain coincé sous des mètres de débris. Le berger allemand est vraiment doué à ce jeu. Son nez allongé, ni trop long, ni trop court, en fait l'un des meilleurs chiens renifleurs. Il possède plus de 220 millions de cellules sensorielles, contre seulement 5 millions chez l'homme. Les jappements du chien marquent la fin de l'exercice. Cet exercice reste un jeu pour le chien. Un jeu qui devient dangereux mais combien essentiel lorsque de vraies catastrophes surviennent. À New York comme partout ailleurs dans le monde. La réputation de cette unité d'élite est reconnue bien au-delà des frontières des États-Unis. Elle a déjà eu l'occasion de servir à des milliers de kilomètres de New York.
Le 12 janvier 2010, Haïti est secoué par l'un des pires séismes de l'histoire. Le monde découvre avec stupeur l'ampleur de ce désastre sans précédent. Plus d'une cinquantaine d'équipes de recherche et de sauvetage canin participent aux opérations. Les équipes viennent de partout dans le monde. 200 chiens vont fouiller les décombres dans l'espoir de retrouver des victimes. L'aéroport de Port-au-Prince devient une plaque tournante où s'entassent hommes, chiens et matériel. Après des heures de vol, les bêtes sont soumises à des changements de température qui les rendent vulnérables. Quand on est parti de Brignoles, on avait des températures de moins 6 degrés. Quand on est arrivé en Haïti, on a été confronté à des températures de plus de 35-38 degrés. À la sortie de l'avion, un journaliste m'a posé la question, qu'est-ce que vous craignez le plus sur cette opération? Je lui ai dit, écoutez, ce qu'on va craindre, ce qui va probablement nous créer des problèmes, c'est le soleil, puisqu'on avait des températures là-bas très excessives. Et malheureusement, les chiens n'ont pas eu le temps de s'habituer. Et Swan, malheureusement, est mort. Il est décédé d'une insuffisance rénale suite à une déshydratation très très rapide. Le maître chien français David Fabry se retrouve alors sans chien. Les autres équipes sont déployées. Il n'y a aucune minute à perdre. Les recherches se concentrent dans les zones les plus dévastées de la capitale. Les chiens et leurs maîtres sont en première ligne. Déjà, la première chose que l'on voit, c'est quand on traverse une partie de Port-au-Prince de l'aéroport pour aller à l'hôtel Montana. Là, on prend la mesure de ce qui nous attend. Tout autour de nous, tout est effondré. Les gens sont jetés dans la rue, les habitations sont détruites. Là, ils sont rentrés, les chiens, de façon à pas trop gêner le travail des chiens en fait. On les laisse s'engager tout seuls, sinon on viendra polluer en fait tous les effluents odorants que peuvent avoir les chiens. Donc là, eux, ils sont rentrés et ils voient si les chiens marquent ou ne marquent pas. Il est négatif. Au-dessus. Les chiens fouillent les décombres à la recherche du moindre indice de vie. Même si les chances de trouver des survivants s'amenuisent, les efforts restent constants. Pendant ce temps, Scott et son unité K9 sont déployés dans la capitale. Qu'il s'agisse de secouristes venus de France ou des États-Unis, tous sont unis par une même chose, une symbiose sans faille avec leurs chiens. L'objectif est de retrouver des personnes vivantes dans les décombres. Alors, nous avons cherché dans un grand nombre de bâtiments complètement effondrés, dans des structures différentes, des maisons, des écoles, des hôtels. Dans tout bâtiment effondré sur notre chemin, nous avons cherché. Aucun outil, aucun moyen technique ne peut surpasser les chiens dans cette tâche, qui demande de la rapidité et de l'efficacité. Il n'y a pas une minute à perdre. Je voyageais avec mon partenaire canin Aragon à ce moment-là. Il faisait partie de l'équipe de recherche et sauvetage. C'était un bon chien, un chien vraiment formidable. Il avait sa propre personnalité et il aimait travailler. Sa force était sans aucun doute la recherche et le sauvetage. Il aimait sortir pour retrouver une odeur humaine dans les décombres. C'était un excellent partenaire. Je n'aurais pas pu demander mieux. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui au fil des ans. Ils n'en sont pas à leur première mission de ce type. Le chien et son maître ont participé aux opérations de recherche en Louisiane après le passage de l'ouragan Katrina. Pendant les recherches, on se déplace constamment. Donc si le chien montre de l'intérêt pour une zone en particulier, on va marquer l'endroit avec un ruban marqueur ou quelque chose d'autre avant de continuer. On appellera l'équipe de sauveteurs pour leur donner les coordonnées GPS de l'endroit indiqué par le chien pour qu'ils prennent la relève et fouillent les décombres. Et nous, on va continuer à chercher ailleurs. Aragon et Scott ne cessent de fouiller sans répit. Comment c'est de travailler avec lui? Oh, ça avance un peu lentement, mais on continue. Ils sortaient encore des corps hier et ils ont trouvé une victime toujours en vie. Pas nous, mais une autre équipe de recherche et sauvetage. Alors, on garde l'espoir. Combien de temps? Aussi longtemps que le gouvernement nous dira de chercher, on continuera et on continuera encore.
Ce qui est bien avec les chiens, c'est qu'ils permettent aux familles des victimes de tourner la page. Certains croyaient qu'il y avait encore des personnes vivantes là-bas. Les chiens leur ont permis de faire leur deuil et de réaliser que ce n'était pas le cas. Croyez-le ou non, c'est une façon de tourner la page pour certains. La population locale suit le travail incessant des équipes. Tous les espoirs se tournent vers ces secouristes venus d'ailleurs. Après ces premiers jours épuisants, une surprise de taille attend l'officier new-yorkais. Au 7e jour de notre opération, tard dans l'après-midi, alors que nous avions cherché toute la journée, il était environ 4h30 de l'après-midi, des gens sont arrivés et ont arrêté nos véhicules. Nous étions dans un convoi pour regagner notre base d'opération. Et ils ont dit, « Nous croyons que des enfants sont toujours pris sous l'effondrement. Pouvez-vous revenir demain ?» Nous avons répondu, « Revenir demain ?» Tout le monde est descendu de voiture et nous avons commencé à fouiller la zone. Nous avons eu la confirmation qu'une personne toujours en vie se trouvait sous les décombres 7 jours après l'effondrement. Nous avons apporté notre matériel et nous avons commencé à fouiller les décombres. Nous avions 2 équipes qui travaillaient en même temps, la New York Task Force 1 et la Virginia Task Force 2. Alors, à ce moment-là, il y avait environ 100 sauveteurs qui travaillaient dans la zone. Les gens du village étaient toujours autour de nous pour observer toute l'opération. Ils nous entouraient tout le temps. Ils nous observaient à partir des toits ou ils nous regardaient de la route. C'était incroyable. L'unité canine a aussi cherché la zone environnante pour retrouver d'autres personnes. Nous avons fait d'autres recherches rapides et de la reconnaissance dans la région pour voir s'il y avait quelqu'un. Je crois qu'ils essayaient de leur donner de l'eau lorsqu'il y avait suffisamment d'espace entre les décombres. Ils ont réussi à leur donner à boire pour qu'ils arrivent à survivre aussi longtemps. Mais ils n'avaient aucun moyen de sortir ces enfants de là. Alors, si nous n'étions pas arrivés avec tout notre équipement de sauvetage, ces enfants n'auraient sans doute pas survécu. Il faut manipuler avec soin les débris, afin d'éviter qu'ils écrasent les enfants. Pas question d'utiliser d'outils mécaniques qui risqueraient d'empirer la situation. Les secouristes vont mettre 3 heures avant de réussir finalement à les dégager. C'était absolument incroyable, vous savez. L'enfant est sorti et a été mis dans les bras des gars de l'équipe. Il est sorti en champion. Il a levé ses mains dans les airs et il était simplement très heureux de sortir de là. Un jeune garçon de 9 ans sort enfin de sa prison de béton. Il symbolise l'espoir au milieu des ruines. Après les pleurs, c'est la joie qui éclate. C'était complètement fou. Tout le monde était là. J'ai encore la chair de poule moi-même, parce que je n'oublierai jamais cette journée. De voir cet enfant sortir de cet espace si étroit et qu'il ait pu rester là pendant autant de jours, c'était absolument incroyable. Tout le monde applaudissait. Ça a été une expérience absolument incroyable que je n'oublierai jamais. L'équipe de Scott a participé au sauvetage de 6 survivants. En tout, c'est 130 personnes qui seront secourues et extirpées des décombres. Sauver des vies est l'objectif ultime, la raison d'être de ces secouristes de l'extrême. Cela entraîne une grande satisfaction, même dans les pires conditions. Parfois, l'ampleur du désastre défie l'imagination. 11 septembre 2001, une date inscrite à jamais dans la mémoire des Américains. Ce jour-là, 2 avions percutaient les tours jumelles du World Trade Center. Les New-Yorkais découvraient avec effroi leur vulnérabilité devant le terrorisme international. L'inimaginable se produit. Les tours s'effondrent l'une après l'autre, entraînant dans la mort près de 3000 personnes et faisant des milliers de disparus. Un véritable mur de poussière et de peur recouvre la mégalopole et ses habitants. Le quadrilatère du World Trade Center se transforme en zone de guerre. De la masse difforme de gravats et de poutrelles tordues surgissent des foyers d'incendie. Comme des milliers d'autres secouristes du pays, Tony et Annette et leurs chiens, Kaiser et Max, quittent leur domicile pour New York. Ils vont participer aux recherches dans l'espoir de retrouver des survivants dans les débris des 2 tours. Après avoir roulé des heures sans s'arrêter,
ils arrivent à New York dans la nuit du 12 septembre. Une scène apocalyptique les attend. Sous cette montagne de débris, des êtres humains attendent de l'aide. C'est du moins ce que tous espèrent. Même si les chances de survie semblent bien minces, les espoirs se tournent vers les chiens pisteurs. Eux seuls pourront débusquer les survivants s'il y en a. Lorsque c'est arrivé, tout le monde voulait aider. Vous savez, ils arrivaient et allaient et venaient un peu partout en essayant de faire ce qu'ils pouvaient. Ils avaient de bonnes intentions. Avec leur indispensable partenaire, Tony et Annette font partie d'un groupe spécialisé en recherche et sauvetage canin. Sous l'égide de l'Agence fédérale des situations d'urgence, ils ont déjà participé à des missions d'envergure ailleurs aux États-Unis. Mais à New York, ils vont faire face à leur plus grand défi. Les chiens comme Kaiser et Max ont été formés pour retrouver des survivants et non des victimes décédées. C'est pourquoi on fait appel à eux dès les premiers instants. Très vite, les réflexes prennent le dessus sur l'horreur. Les maîtres et leurs chiens se mettent au travail. Le temps compte, il faut agir avec célérité et efficacité. Les chiens doivent se déplacer à travers les foyers d'incendie, sur la surface brûlante des blocs de béton et entre les poutrelles qui peuvent s'affaisser à tout moment. Tous leurs sens sont en alerte. Ils cherchent le moindre signe de vie sous les gravats, à travers les fragments de verre coupants. Enjambant les obstacles, ils explorent les moindres orifices, gardant toujours un œil sur leur maître qui les dirige. Ils sont plus de 10 000 secouristes à fouiller les décombres. Des centaines de chiens participent à l'opération, du jamais vu. On reconnaît la valeur d'un chien au lien qui l'attache à son maître. Les deux font la paire, le résultat de milliers d'heures d'entraînement se révèle dans cette complicité. Tony et son chien Kaiser fouillent sans relâche 12 heures d'affilée, bien souvent dans l'obscurité. Ils n'ont toujours pas trouvé de survivants, mais ne veulent pas abandonner. Peu importe à quel point on est bien préparé, on prend toujours un risque. Je suis prêt à prendre ces risques. Je ne suis pas prêt à être imprudent, mais je veux bien prendre des risques si je crois que ça peut aider quelqu'un. Mais les risques existent bel et bien. Plusieurs chiens sont exposés aux émanations toxiques et mourront dans les semaines qui suivent les fouilles. Certains ont même été décorés pour leur acte de bravoure. En tout, 4 personnes seront sorties des décombres grâce au travail des escouades canines. Même si leurs chiens n'ont pas trouvé de survivants, Tony et Annette sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Tout comme les 300 autres équipes, ils ont participé au plus grand déploiement de chiens de recherche et de sauvetage de toute l'histoire. Votre travail consiste à faire votre boulot, à participer à un effort de groupe. Je ne me dis jamais « je serai celui qui sauvera cette personne ». C'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de faire ma part. C'est de cette façon qu'on peut réussir tout le temps, plutôt que d'avoir l'impression d'avoir réussi à un moment ou à un autre. Quand on sort pour faire notre travail, on a toujours l'impression de réussir, parce qu'on participe à un effort de groupe pour accomplir quelque chose. Après 10 jours d'intenses recherches, le groupe auquel appartient Tony et Annette, la Indiana Task Force One, est relevé. Notre boulot, c'est de retrouver des gens vivants. Mais une semaine ou deux après le début de la mission, ils décident parfois qu'ils n'ont plus besoin de nous pour ça. Alors, c'est difficile de s'en aller, tout en sachant qu'il reste une possibilité que quelqu'un se trouve encore là et qu'on pourrait peut-être le retrouver. C'est très difficile de s'en aller. Oui. Quand votre mission est d'aider des gens, il est difficile de s'en aller avant d'avoir aidé tout le monde. Alors on veut rester, mais... Malgré les milliers de morts, cet exploit nous rappelle qu'il ne faut jamais abandonner. L'effort commun peut porter ses fruits. Dans les situations difficiles, extrêmes, la complicité entre les hommes et les bêtes peut faire toute la différence. Les chiens sont des amis précieux, des amis qui demandent peu et qui donnent beaucoup.
fidèles, affectueux, dociles. Les qualificatifs ne manquent pas. Leur odorat exceptionnel donne aux humains des raisons d'espérer quand tout semble perdu. Que ce soit au milieu des ruines, dans les villes dévastées ou en montagne, ils sont toujours en première ligne, prêts à sauver des vies quand les hommes ont atteint leurs limites.